Bonjour, donc vous êtes historien spécialiste du cinéma militant. Pourquoi pensez-vous être important de relater les luttes sociales aujourd'hui? Est-ce le besoin de faire honneur à la mémoire des luttes, de combler une image manquante dans une histoire officielle un peu trop lisse? Les deux, oui, effectivement, il y a un côté sentimental aussi, c'est rendre hommage à des femmes et des hommes qui se sont mobilisés, qui se sont levés, et ça c'est un patrimoine militant qui nous permet de mieux penser l'histoire et peut-être d'avoir des repères sur le présent. Et effectivement, il y a à la fois, c'est un objet à mon avis de science tout à fait légitime, hein, donc je me base dans le terrain scientifique pour faire accepter ces disciplines, l'histoire des mobilisations, l'histoire des images des mobilisations, et puis j'avoue aussi un côté citoyen où effectivement on rend hommage à ces militantes, à ces militants, à ces mobilisations, qu'elles soient perdues ou gagnées, et je m'interroge aussi sur la notion de grève perdue, de grève gagnée, et la notion de dignité aussi dans les luttes. Voilà. L'histoire du cinéma militant, vous remontez jusqu'aux années 30, et est-ce que vous pouvez aller jusqu'à 2018? En fait, l'histoire du cinéma militant, je commence même plus tôt. Pour dire les choses schématiquement, il y a eu une préhistoire libertaire du cinéma militant, qui ne s'appelait pas ainsi à l'époque, hein, c'est un néologisme, mais dès la fin du XIXe siècle, en tout cas au début du XXe siècle, des militants ouvriers se sont rendus compte de la force de l'image sur les publics ouvrières ou ouvriers. Ils se sont rendus compte, par exemple, lors de campagnes anti-alcooliques, qu'il y avait des petits films hygiénistes et anti-alcooliques qui montraient des crises de délirium très minces et que ça avait un grand effet sur les foules. C'était surtout un anticléricalisme bourgeois donné par des médecins, et parfois il y avait une idéologie sous-jacente qui condamnait le mouvement ouvrier. Par exemple, on comparait la Commune à un débordement alcoolique. Néanmoins, des militants ouvriers, et surtout des militants libertaires comme Gustave Cauvin, se sont rendus compte de la force des images sur la population ouvrière, et sont décidés de s'emparer du cinéma pour faire leur propre propagande. Donc il y avait à la fois, ils luttaient contre le militarisme, contre les familles nombreuses, pour l'avortement. C'était vraiment des petits noyaux libertaires très actifs dans les bourses du travail et pour la diffusion du cinéma. Ils se servaient du cinéma comme outil de propagande, ils mettaient des paroles sur ces images-là, ils faisaient des harangues après, et il y avait aussi parfois des chants, des chorales, et c'était des vrais fêtes révolutionnaires. Voilà pour le noyau, la préhistoire si vous voulez, et suite à ça, en partie c'était lié à cette expérience, est née une première coopérative syndicaliste révolutionnaire et libertaire qui s'appelle le Cinéma du Peuple. Le Cinéma du Peuple, en 1913, 1914 en France, avec parfois des relais en Europe et à l'étranger et à Cuba, a diffusé, le Cinéma du Peuple, donc, a diffusé des films sur l'histoire du mouvement ouvrier, la Commune, le Vieux Docker, les misères des Béduines, sur le travail des femmes à domicile. Voilà pour cette préhistoire libertaire. Après, le cinéma militant est dominé par le Parti communiste et la CGT des années 20 jusqu'aux années 50-60, pour dire les choses très très vite. Se dessine un petit mouvement anticolonial, un cinéma anticolonial dans les marges du PC, à la fin des années 50 et au début des années 60, qui va lui-même nourrir le cinéma d'extrême gauche après 68. Le cinéma d'extrême gauche, le cinéma militant d'après 68 est dominé par l'extrême gauche, c'est un âge baroque, si vous voulez dire, du cinéma militant. Et on pourrait croire que le cinéma militant est mort en 1981 avec l'arrivée de la gauche, en tout cas des socialistes au pouvoir. Maintenant, et je suis moins à même, moins spécialiste pour répondre précisément à votre question, mais le cinéma militant n'a pas disparu, il a changé de forme. Il a changé de rapport avec les organisations politiques. Ce n'est plus des centres du mouvement ouvrier qui commandent les films et qui les commentent. N'empêche que en 1995, avec les grèves des cheminots se sont emparés d'outils vidéo pour filmer leur propre lutte. C'était des films de famille mais politisés, très intéressants à observer aujourd'hui, s'ils n'ont pas disparu. Et puis, avec les mobilisations contre Le Pen en 2002, les mobilisations contre les sans-papiers et ce qui se passe sur les nets, on voit bien qu'il y a des formes, et parfois des formes collectives de production d'images, qui peuvent être reliées à l'histoire du cinéma militant. Mais il faudra en écrire l'histoire. Dernière question, là vous avez parlé du cinéma. Maintenant, sur les médias de manière plus large, étant donné que le paysage médiatique est largement contrôlé au plan idéologique, est-il possible de penser une contre-propagande de gauche, encore faut-il définir la gauche, mais plus large? Bien sûr, c'est dur de répondre à votre question, mais j'ai commencé à y répondre en disant que sur le net existaient des choses. Néanmoins, je viens aussi de l'éducation populaire, et je pense qu'il est toujours nécessaire de rassembler les gens dans des salles aussi. Faire des moments d'écoute collective et de visionnement collectif, si possible, dans des bonnes conditions. Donc voilà, ça fait partie de l'éducation populaire. Et la question de la recherche de l'éducation populaire et de la propagande
contre-propagande, il ne faut pas les confondre, mais il n'y a pas de frontière étanche. Il y a des choses très intéressantes qui se passent actuellement. Alors, je ne suis pas forcément un spécialiste, mais je vois qu'il y a des collectifs de jeunes qui se créent, qui sont à la fois une manière de lutter contre la précarité, qui les menace, qui les travaille. Ça s'est passé chez les photographes, ça se passe chez des vidéastes. Ces collectifs, parfois éphémères, se créent pour diffuser des violences ou diffuser une violence policière, par exemple, en solidarité avec les sans-papiers ou avec les jeunes précaires. Il y a plein de nouvelles formes qui interrogent. Alors après, il faudrait essayer de les voir, mesurer leur impact, essayer de les voir côte à côte. Mais ces choses-là sont passionnantes. La question d'un média qui lui-même répondrait de manière unique est compliquée pour moi. Je ne pense pas que ce soit réalisable. En fait, il faut déjà s'intéresser à ces expériences, plus échanger entre nous, plus faire circuler les choses. Mais entre la presse quotidienne, je pense qu'elle est encore nécessaire, des sites alternatifs, d'excellentes revues qui existent au niveau de la recherche et qui sont engagées, il y a quand même un arc assez intéressant, des maisons d'édition aussi indépendantes. Donc là, je serais plutôt pour faire des fronts que rêver à un média qui contrecarrait une propagande qui elle-même est diffuse. Merci Tanguy.